Nuit en refuge, Emmanuel Macron a contemplé les dégâts bien visibles sur le Mont Blanc, sur la mer de glace, ce glacier qui a reculé de 120 mètres en un siècle. Le chef de l'État entend se servir de cette séquence comme un point d'appui de sa politique environnementale. Communication, vrai tournant écologique. À gauche, on est assez unanime. En tout cas, là, c'est un sommet de la foutaise pour moi. De la le Mont Blanc. foutaise. Oui, c'est un sommet de l'hypocrisie. Il n'est pas président du conseil départemental de Haute-Savoie. C'est un enjeu majeur, mais Oui. au fond, on a encore quelques années. Oui. Le statu quo est une option. Un peu de technologie ici, un peu de croissance là, et puis quelques mesures annoncées. Alors ça nous permettra d'attendre un peu. Peut-être que dans la semaine, il y aura Macron à la plage, mais là, c'était Macron à la montagne, dans une espèce de ressucé assez médiocre du Ushuaïa nature. Et pourtant, ce n'est pas faute pour le président de la République d'avoir employé cet après-midi des mots lourds de sens. Ce sera le combat du siècle. Celui de notre capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire durablement. Jean-Mathieu Pernin, on vient donc d'entendre le chef de l'État, c'était il y a quelques heures sur le Mont Blanc ou dans le coin. Est-ce qu'on a des raisons objectives de douter de la bonne foi du président de la République ? Un peu, en fait, je vais vous dire, parce qu'en fait, il a trop joué avec Emmanuel Macron. C'est le problème, c'est qu'il s'en est tellement servi, notamment contre Donald Trump. Il a même été, je ne sais pas si vous en rappelez, par l'ONU, champion de la planète. Il a reçu le titre officiel champion de la planète, comme dans un film de super-héros, Emmanuel Macron. C'était en 2018. Et les Français ne comprenaient pas pourquoi, à l'international, on le voyait comme un champion de la planète, et chez nous, que finalement, il n'y avait pas énormément de résultats. Alors, c'est sûr que les résultats, en matière d'environnement, ça prend du temps. Mais le bilan, quoi qu'on en dise, il n'est pas extraordinaire d'Emmanuel Macron. Il s'est présenté, et tant mieux au départ, avec énormément de gages environnementaux. Et pour l'instant, sur le nucléaire, la part qui devait passer à 50%, ce n'est pas le cas. Les usines, les centrales à charbon ne sont pas fermées. Et la fermeture de Fessenheim, on ne peut pas dire que ce soit une mesure des plus écolos. Ça a commencé quand même très tôt, cette fermeture, en effet, sous François Hollande. Et en plus, surtout, on le voit aussi bien au niveau du glyphosate, on sait très bien que ça ne va pas sortir tout de suite, les pesticides. Bref, il y a tellement d'arrangements. Je trouve ça un peu dur de dire, oui, Emmanuel Macron, oh là là, c'est le Conseil général de Haute-Savoie, comme a dit François Ruffin, parce que ça n'a rien à voir en fait. Là, il peut aller en effet constater, c'est terrible, ça a reculé de 120 mètres en 30 ans, on n'a jamais vu ça. Mais Emmanuel Macron, je pense que c'est un peu tard pour dire, aujourd'hui, regardez comme je suis écolo, parce que je pense qu'il a beaucoup joué. Mais pardon, mais Emmanuel Macron, c'est aussi la fin de Notre-Dame-des-Landes. Tout à fait, exactement, Notre-Dame-des-Landes. Mais vous savez, je pense qu'il a raté vraiment un coup, exactement comme Nicolas Sarkozy, qui aurait pu convertir son camp véritablement, avant tout le monde, à l'environnement quand il avait signé ce pacte avec Nicolas Hulot en 2007 quand il a été élu. Et quand il a commencé à dire l'environnement ça suffit au sein de l'agriculture, là on a perdu du temps. Là on perd de nouveau du temps avec Emmanuel Macron parce qu'on ne sait pas trop où il veut aller. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tard. Je suis sûr il est assez engageant dedans, mais c'est un peu tard. Voilà. Sophie de Ravenel, est-ce que la fin de sa crédibilité, elle date pas de Nicolas Hulot qui s'en va ? Si, bien sûr, d'une certaine façon. Vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que c'était le geste fort d'un début de mandat qui aussi était lié à ce qui s'était passé avant. Il n'était pas complètement né de nulle part. Nicolas Hulot, bien sûr, qui a marqué les choses, mais aussi Mathieu Orphelin, de façon plus précise, au sein même de son... Parce qu'on peut imaginer que Nicolas Hulot aussi, la déception d'un rôle personnel dans un appareil, un rôle politique qui n'était pas le sien. Enfin, voilà, Mathieu Orphelin, c'est différent. Il y avait une vraie conviction écologique derrière. Et j'entendais ce matin les réactions du WWF, et franchement, c'est pas des punks en matière d'écologie, et qui disaient que les annonces n'étaient pas à la hauteur des enjeux, et que si le discours était martial, les actions derrière, les gestes ne correspondaient pas forcément. Il suffit d'aller voir en Europe la ratification je cherche le nom au Vietnam, de cet accord, de l'accord commercial avec le Vietnam, qui est quand même symboliquement très fort et qui a été ratifié par tous ceux qui étaient censés, Pascal Canfin en premier, incarner justement voilà. Après, on peut avoir des positions différentes sur l'écologie, sur ce qu'elle doit être. Christian Jacob a donné son avis en disant qu'il fallait concilier l'écologie et le productivisme, ce qui peut être relativement remis en cause, puisque la base de l'écologie est quand même une remise en cause justement du productivisme, ce qui n'a pas de rapport avec ce que dit Emmanuel Macron, qui lui a parlé d'une écologie qui devait être compatible avec le progrès économique, ce qui n'est pas totalement faux, ni d'ailleurs avec la science. C'était à la base de
de son programme en 2017. Mais de fait, ce ne sont que des gestes. C'est très symbolique d'être allé là. Et je pense que tous les Français, il a eu bien raison, parce qu'en matière de communication politique, c'est sans doute le lieu le plus emblématique, le plus marquant en France du réchauffement climatique. Écoutez, vous dites qu'il a raison, mais c'est pas tout à fait l'avis de ceux qui nous suivent. C'est Nicole, elle nous dit, me dit pas qu'il fallait que Macron y aille. Un ministre suffisait largement. Je pense pas. Si effectivement l'enjeu est si fort, c'était à lui de se déplacer là-bas. Et Babino nous dit, Emmanuel Macron a observé la montée des Verts lors des dernières européennes. C'est un coup de com' pour attirer. Ah, mais ça, c'est une évidence. En Les matière électeurs. politique, c'est une évidence. Arnaud Benedetti. Oui, et puis il observe les sondages où, dans un certain nombre de villes, les Verts sont donnés gagnants et conquérants dans un certain nombre de grandes métropoles, qui sont des métropoles qui, en plus, avaient plutôt voté Emmanuel Macron. Donc, bien évidemment, il y a aussi cet agenda politique qui compte dans la communication politique, et c'est pas un gros mot, je le dis, d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Le problème, c'est, si vous voulez, il y a deux sujets. En effet, je suis assez d'accord avec vous, il a survendu. Il a énormément survendu, et il est, depuis finalement le départ de Nicolas Hulot, qui a claqué la porte avec pertes et fracas, en train de courir en permanence derrière cette promesse. Et il a beaucoup de mal, parce que, in fine, on se rend compte que sur un certain nombre de sujets, par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France est assez en retard. Même sur la question de l'Office français de la biodiversité qui est créé, qui réunit deux structures qui existaient, on voit que notamment le budget de l'une de ces structures a diminué, c'est l'Office, je crois, de la chasse et de la nature. Oui, donc, si vous voulez, il y a des signes, il y a des signaux qui ont été envoyés qui ne correspondent pas finalement au fond du discours d'Emmanuel Macron. Et puis il y a un autre problème, vous l'avez souligné, qui est à mon avis un problème de fond, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'inscrit quand même par sa culture économique, par sa culture politique, dans un modèle qui est le modèle productiviste. Et quand on regarde l'histoire de l'écologie politique, depuis que l'écologie politique existe depuis 40 ans, voire un demi-siècle, l'écologie politique, elle s'est bâtie quand même fondamentalement contre ce modèle. Alors il veut acculturer, si vous voulez, au libéralisme, ou acculturer plutôt le libéralisme à l'écologie, ou acculturer l'écologie au libéralisme, mais à un moment donné, finalement, c'est difficile à mettre en œuvre, et il est quelque part un peu gêné aux entournures de ce point de vue-là. Et puis de toute façon, il y a un électorat vert qui préférera toujours l'original à la copie. On ne peut pas être conservateur et vert ? C'est assez compliqué. Quand même. On peut être conservateur peut-être et vert. Est-ce qu'on peut être libéral et vert ? Ça, c'est une autre question. Conservateur et vert, oui. Je dirais oui. Il y a on une peut grande l'être. tradition. Il y a une tradition bien plus ancienne que la Bien plus tradition. ancienne. Il n'y a bien qu'à sûr. voir en Europe ce qui se passe En Autriche. à côté de chez nous. Voilà. Oui. Et Mais je vous renvoie à moi, ce je voudrais- sujet au oui. papier très complet d'Eugénie Bastier sur le site du Figaro Oui, hier. Justement, donc, attention, l'écologie, elle est née à droite, elle n'est pas née à gauche, on oublie toujours. Et l'écologie française, Elle est aussi, revenue à gauche. Elle est revenue à gauche. Le nationalisme a fait le chemin inverse. Le nationalisme est né à gauche et il est revenu à droite. Donc attention un petit peu quand même à la profondeur historique du sujet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs sur le thème libéralisme à propos de Macron, mais ça on pourrait en discuter. Mais surtout, je voudrais revenir quand même m'opposer un petit peu à ce qui a été dit. La France est un pays, on oublie toujours de le dire, qui est exemplaire en matière écologique. On a fait 20% de moins de gaz à effet de serre depuis 30 ans. Le monde, dans son ensemble, a fait 60% de plus. Je rappelle qu'on a exactement la même proportion de gaz à effet de serre que notre population, alors qu'on est la 6e ou 7e puissance mondiale. Parce que c'est pas vrai, parce qu'en fait, Comment c'est pas vrai vous pouvez dire ça là-dessus, mais qu'on n'est pas exemplaire, parce que par exemple, l'administration française, par exemple, en finançant EDF, finance des énergies fossiles, par exemple, et ce qui pollue énormément. Mais depuis Donc, quand le nucléaire contribue au réchauffement climatique ? Ah mais non, j'ai pas dit ça. Je vous ai parlé d'énergie fossile. Énergie fossile, c'est-à-dire que vous allez chercher de l'uranium dans des pays étrangers, puisque la France n'est pas du tout est dépendante quand même de l'uranium étranger pour ses centrales nucléaires. Donc à partir de là, vous financez des énergies fossiles. Les énergies fossiles sont très très polluantes. Et quand, par exemple, vous avez la plus grande entreprise française, Non, mais attendez, l'uranium, c'est pour le nucléaire, non ? Donc, le nucléaire contribue au réchauffement climatique ? Non, je vous dis juste que je vous dis juste que l'extraction. Les calculs ont été faits par le GIEC, je vous signale. Mais également aujourd'hui, calculs ont été faits par le carburant des centrales nucléaires. Aujourd'hui, est extrait donc d'endroits dans le monde aujourd'hui où on pollue pour le prendre. Attendez, il y a des chiffres, il y a le GIEC. Vous Oui, bien connaissez sûr, le GIEC, bien sûr. Le GIEC a démontré que l'énergie nucléaire, tout compris, pollue moins que l'éolien, par exemple. Non, mais actuellement. attendez, Non, mais sur l'éolien, Mais oui, actuellement, oui. Mais je vous les énergies fossiles, ce n'est Alors, pas que le problème du nucléaire, il est autre. Ne mélangeons pas tout. pas le C'est le nucléaire, problème. Mais vous me parlez de l'uranium, c'est pour ça. Oui, non, parce que je vous ai parlé de l'uranium tout à l'heure, mais il y en a d'autres, énergie, extraction. Et donc, par exemple, quand on finance aussi aujourd'hui des produits pétroliers ou des choses comme ça, vous savez très bien que ça, c'est En extrêmement attendant, polluant. la France a plutôt un très bon bilan. Et donc commençons par là peut-être. Et ne mélangeons pas tous les problèmes écologiques, et ne mélangeons pas écologie
qui est le nouveau nom de l'anticapitalisme en France. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Hein. Donc, ben oui, par exemple, sur le nucléaire, 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. C'est une des énergies qui contribue le moins. Bon, donc il y a véritablement une désinformation, dont Nicolas Hulot d'ailleurs était un des grands orchestrateurs. Il y a une désinformation du débat public sur ces questions, je suis désolé. Encore une fois, je prends les chiffres du GIEC. Bon. Le nucléaire, en revanche, pose d'autres problèmes. Le problème des matières, le problème du coût. On ne va pas faire un débat sur le nucléaire ce soir. Non, mais je voulais rappeler quelques évidences, mais ce qui me paraît politiquement plus important, ce qui est très frappant, et c'est pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est le fait qu'Emmanuel Macron met à son agenda de la fin du quinquennat 2 sujets, la sécurité et l'écologie. Et alors, comment on fait, Christophe, sur ce sujet, 2 sujets qui pour séduire deux... c'est la quadrature du cercle, mais ça s'appelle une magnifique, Arnaud Mediati ne me contredira pas, triangulation. Triangulation chez les Verts, avec l'énergie, triangulation, pourquoi ? Pour une raison peut-être qu'on ne veut pas évoquer, mais qui est peut-être un peu tabou encore. Mais que peut-être qu'Emmanuel Macron a des doutes sur 2022. C'est-à-dire que s'il a, par exemple, un candidat vert, ce qui paraît probable, un candidat vert assez fort de premier tour, un candidat de droite qui serait assez fort de premier tour, et évidemment, vous savez qui serait de toute façon très fort, il a un risque de ne pas être au 2e tour. Donc il me paraît, je crois qu'il faut quand même aussi voir ça, et ce n'est pas du tout d'ailleurs, encore une fois, criminel de penser à ça en politique. Il a donc besoin d'un certain nombre de voix vertes et d'un certain nombre de voix de droite. Sinon, il y a même le risque pour lui, vous avez vu sa popularité. Oui, mais alors la question c'est, est-ce que Arnaud Belletti, est-ce que c'est compatible en termes de sociologie électorale ? C'est très compliqué. Régalien, écologie. Mais oui. Oui, enfin, ça peut l'être. Mais si vous voulez, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il réinvente le en même temps. C'est-à-dire qu'il prend un marqueur de droite, en principe de droite, d'ailleurs, ça reste à démontrer, qui est la sécurité, et un marqueur en principe de gauche, qui est l'environnement. Donc, il pense, en effet, de ce point de vue-là, trianguler et permettre d'élargir son assise de sociologie électorale. Mais là où je rejoins finalement ce que vous dites, c'est vrai que le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et c'est un problème qui est, à mon avis, insuffisamment pointé du doigt, c'est que sa présence au second tour de l'élection présidentielle n'est pas du tout assuré, contrairement à ce qu'on pense. Vous avez cité l'exemple de Lionel Jospin. Totalement. Et on en est là aujourd'hui, parce que finalement, il est sur une base sociologique qui est assez étroite aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et quand on regarde les dernières études d'opinion, on voit que non seulement il a dévissé depuis très longtemps à gauche, et qui commence à dévisser au centre droit et à droite. Et que 80% des électeurs ne veulent ni de Macron. Sondage fondamental. Ça, c'est très important. Mais si je peux me permettre, outre ce sondage et outre les idées qu'on peut se faire sur la présence ou non d'Emmanuel Macron au 2e tour, je crois qu'il y a là aussi un changement de cadre sur le rapport entre la sécurité et l'écologie. Il suffit de voir le nombre de candidats EELV qui intègrent dans leur campagne des préoccupations sécuritaires, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc chez eux-mêmes, les écologistes, et à Paris, il n'y a qu'à voir les retournements d'Anne Hidalgo, qui a, sur la question de la police municipale, sur la question des caméras de surveillance, sur la question complètement aussi changé d'avis. Et on voit que là, cette question de l'écologie et de la sécurité n'est plus si incompatible qu'elle pouvait l'être. Sich nous dit « Je croirai au tournant écologique quand on nationalisera la SNCF et qu'on développera massivement les petites lignes de train. » À la question qu'on vous posait d'ailleurs sur Twitter, on vous pose la question depuis tout à l'heure, les mesures de protection du Mont Blanc annoncées par Emmanuel Macron sont-elles un coup de com' ou un vrai tournant écologique ? Bon là c'est assez clair, vous êtes 85% considéré que c'était de la communication. Plus qu'un mois pour signer